pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Pourquoi installe-t-on des tuyaux géants à Laval? Un texte de Alice Goujon, paru le 29 juin 2026 dans les As de l'info. En ce moment, dans le quartier de Vimont, à Laval, des travailleurs sont en train d'installer d'énormes tuyaux souterrains. Pourquoi? C'est pour lutter contre les inondations qui y sont de plus en plus fréquentes. J'ai parlé à un vulgarisateur scientifique pour comprendre. Explorons la tuyauterie ensemble. Laval s'arme de tuyaux géants. Ces nouveaux tuyaux sont larges de 2,4 mètres. C'est vraiment très gros. Pour te donner une idée, un adulte qui se tient debout au centre et fait l'étoile ne touche pas aux parois. En plus, ces tuyaux s'étendront sur 40 km en dessous de Laval. Il faudrait à un adulte environ 6 heures de marche pour parcourir ce réseau en entier. Ces énormes conduits serviront à mieux contenir et gérer l'eau de pluie lorsqu'il y a de fortes averses. On veut ainsi réduire les risques d'inondation, comme il y en a déjà eu dans la ville en 2017 et en 2024. Selon le maire de Laval, Stéphane Boyer, le système de tuyaux souterrains actuel n'est plus suffisant pour gérer toute l'eau de pluie. Il a été conçu pour 100 mm de pluie, alors que les tempêtes récentes ont parfois déversé jusqu'à 170 mm. Et avec les changements climatiques, ces pluies fortes risquent d'être plus fréquentes. La ville de Laval a donc décidé de s'adapter à cette réalité. Elle compte aménager des espaces verts qui vont absorber l'eau, on les appelle des parcs éponges. Elle va tester une nouvelle sorte d'asphalte qui pourrait absorber l'eau et elle s'équipe de ces gros tuyaux. Les nouveaux conduits sont 6 fois plus gros que les anciens et pourront contenir jusqu'à 7 piscines olympiques sous le sol lavallois. J'ai demandé à Benoît Chevrier, vulgarisateur scientifique au Centre d'interprétation de l'eau de Laval, CIO, de me donner son avis sur l'installation des nouveaux conduits géants. L'objectif ultime, c'est de réduire les surverses. Ça ne les élimine pas complètement, mais ça évite de devoir changer les tuyaux dans toutes les rues, m'a-t-il affirmé. Le grand voyage de l'eau de pluie. Quand il pleut en ville, l'eau s'écoule dans la rue et entre dans les bouches d'égout. Elle se retrouve alors dans l'égout pluvial, de pluie. Mais après, l'eau est ensuite déversée dans un cours d'eau. Mais est-ce que l'eau de toilette retourne dans un cours d'eau, elle aussi? Éventuellement, oui. Mais elle doit d'abord être filtrée. Un autre système d'égout, qui s'appelle l'égout sanitaire, transporte l'eau des éviers, du bain, de la douche et des toilettes. Cet égout envoie l'eau dans un centre d'épuration où elle sera filtrée. Une fois propre, elle sera renvoyée dans un cours d'eau. Ces deux systèmes, l'égout pluvial et l'égout sanitaire, sont reliés. C'est pourquoi, lors d'inondations, l'eau de pluie peut remonter des toilettes ou du drain de douche. C'est aussi pour cela que l'eau de toilette peut se déverser dans la nature quand les égouts sont trop remplis. Ce sont ces débordements qui s'appellent des surverses. Afin d'éviter que l'eau de toilette inonde les sous-sols des maisons lors de fortes pluies, l'eau des toilettes sort par le tuyau trop plein pour être rejetée dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle une surverse. Il pleut, bergère. Te souviens-tu des inondations d'août 2024 au Québec? Eh bien, moi, oui. Le 9 août, l'ouragan Debby avait causé des déluges records au Québec. En tout,
55 municipalités avaient été touchées dans les régions de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie. Cette journée-là, les bouches d'égout débordaient de pluie. L'eau n'avait nulle part où aller, alors elle a rempli les sous-sols et les maisons des habitants de Laval, incluant la mienne. Notre sous-sol s'est rempli de 10 centimètres de pluie, même si on avait une pompe pour tenter de rejeter l'eau à l'extérieur. Ce problème est récurrent. Encore la semaine dernière, le 20 juin, des pluies torrentielles ont causé l'inondation de centaines de maisons à Montréal, Delson, Sainte-Catherine, Candiac et Saint-Constant. Mais, contrairement au mois d'août 2024, cette fois, la ville de Laval a été épargnée. Des pluies partout. Ça se produit aussi ailleurs au Canada. Le 16 juillet 2024, presque 10 centimètres de pluie sont tombés sur Toronto dans une période de 3 heures, inondant la ville et causant des pertes de courant pour plus de 150 000 personnes. En novembre 2021, c'était au tour de la Colombie-Britannique. Les inondations ont submergé des fermes et des maisons, emporté des routes et des ponts, en plus de causer la mort de 6 personnes et de plus de 640 000 animaux de ferme. C'est pour ça qu'un peu partout, les villes cherchent des solutions pour faire face aux grandes pluies. Et toi, chère race, connais-tu quelqu'un dont la maison a déjà été inondée? L'ancêtre de tous les jeux vidéo. Un texte paru le 17 juin 2022 dans le magazine Québec Science. Les jeux d'arcade sont souvent présentés comme les tout premiers jeux vidéo. Pourtant, un jeu avait déjà vu le jour en 1958 au sein d'un laboratoire américain et fonctionnait grâce à un oscilloscope. Tu as sûrement déjà joué avec plaisir à un jeu vidéo, que ce soit sur une console à la maison ou un jeu d'arcade. Mais l'ancêtre des jeux vidéo est apparu en 1958 dans un contexte beaucoup moins divertissant. Le laboratoire national de Brookhaven, un centre de recherche près de New York. En pleine guerre froide, les recherches qu'on y menait portaient sur le développement de la première bombe nucléaire. C'est dans ce contexte inattendu qu'est né le premier jeu vidéo. Ce premier jeu vidéo est une création de William Higginbotham, physicien au département d'électronique du laboratoire. Chaque année, le laboratoire ouvrait ses portes au grand public afin de présenter les innovations et les avancées technologiques. Higginbotham réfléchissait à une manière ludique de présenter les réalisations de son équipe afin de montrer une autre facette de leurs travaux, autre que les essais nucléaires. Il trouve alors des documents sur la simulation de trajectoires de balles rebondissantes. Émerge alors l'idée de créer un simulateur de partie de tennis grâce à un ordinateur branché à un oscilloscope qui sert d'écran. Normalement, un oscilloscope sert à mesurer les variations de tension électrique dans le temps. Le jeu est simple. Une barre horizontale représente le sol et une petite barre verticale représente le filet de tennis sur l'oscilloscope. On ne voit pas les raquettes. William Higginbotham bricole un objet muni de 2 boutons. Un bouton poussoir pour frapper la balle et un autre rotatif pour diriger la balle. La première manette de jeu vidéo. Les joueurs s'échangent donc une balle, sous la forme d'un point lumineux, au-dessus du filet. Le divertissement est présenté pendant les portes ouvertes du laboratoire en 1958 et remporte un vif succès. Le public vient faire la file pour y jouer. Le jeu est encore utilisé l'année d'après avec de nouvelles variables, comme faire varier la gravité pour jouer sur la Lune ou sur Jupiter. Puis, il a été démantelé et est tombé dans l'oubli
avant d'être médiatisés par des journalistes plus de 10 ans plus tard, dans les années 1970, lorsque les premiers jeux d'arcade sont apparus, ce qui a fait décoller les jeux vidéo. Et toi, est-ce que tu aimes les jeux vidéo? Les animaux sont-ils plus progressistes que les humains? Un texte paru le 3 juin 2022 dans le magazine Québec Science. Ce comportement est contre nature. Cet argument est parfois utilisé dans des débats éthiques, philosophiques ou moraux. Il sous-entend qu'un comportement contre nature serait forcément un comportement contraire à la morale, à l'éthique. La nature n'a pourtant rien à voir dedans. Comme tu peux le lire dans cet article, l'appel à la nature est un argument marketing parfois utilisé pour vanter les mérites d'un produit alimentaire, cosmétique ou de soins de santé. Mais c'est aussi un argument parfois utilisé pour juger une manière de vivre, individuelle ou collective, une orientation sexuelle, une identité de genre, les rapports amoureux, etc. Un comportement contre nature serait alors anormal, voire immoral. Tandis qu'un comportement naturel serait forcément la bonne manière de faire. Cet argument est pourtant vide de sens. Voyons pourquoi. Un comportement contre nature se définit comme un comportement qui s'oppose à ce qui se fait dans la nature, dans le monde dans lequel on vit. En comparaison, par exemple, avec les comportements des animaux. Pourtant, quand on se penche sur le règne animal, on se rend compte de la diversité des comportements et des manières de vivre. Chez les poissons clowns, par exemple, tous les individus sont des mâles ou sont asexués, ni mâle ni femelle. Seul le poisson dominant est une femelle. Si cette reine poisson disparaît, le mâle reproducteur, qui la seconde, se transforme en femelle et accède au trône des poissons clowns. Il choisit alors à son tour le poisson qui deviendra le mâle reproducteur. Ainsi, les poissons clowns évoluent d'asexués à mâles, puis à femelles, pour les plus chanceux, au cours de leur vie. Si un jour tu entends que la transsexualité est contre nature, en observant la nature, on apprend aussi que les rapports sexuels ne sont pas le seul moyen de se reproduire. Il existe une espèce fascinante dans ce domaine, les lézards à queue de fouet. Enfin, ce sont plutôt des lézardes. Tous les mâles ont disparu, il ne reste plus que des femelles. Les lézardes font donc des bébés toutes seules par un système de clonage. Et si la nature présente de beaux exemples de diversité, elle offre aussi des exemples à ne pas suivre. Chez les lions, lorsqu'un mâle dominant meurt, le mâle qui réussit à le remplacer tue tous les lionceaux du premier mâle pour assurer que sa descendance portera bel et bien ses gènes. Dur de prendre au sérieux l'argument contre nature, non? Plutôt que de nous montrer ce qui est bon ou mauvais, la nature nous apprend que la diversité fait partie de l'organisation de notre monde et que cela fonctionne très bien ainsi. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la nature? J'ai visité l'Expo Montréal 1976, une épreuve olympique. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 30 juin 2026 dans les As de l'Info.
tu risques d'entendre parler très souvent de cet anniversaire cet été. Il y a 50 ans, Montréal accueillait les Jeux olympiques d'été de 1976. Du 21 juillet au 1er août 1976, plus de 6000 athlètes du monde entier sont venus compétitionner au Québec. Le musée McCord-Stewart, qui se spécialise dans l'histoire de Montréal, ne pouvait pas passer à côté de cet événement important. J'ai visité l'exposition Montréal 1976, une épreuve olympique. Voici mes 4 coups de cœur. Les 2 côtés de la médaille. L'expo nous en met plein la vue. Tenues créées par une foule d'artistes, photos magnifiques, objets qui nous arrivent directement de 1976. Mais on nous présente aussi l'autre côté de cette immense fête du sport. Accueillir les Jeux olympiques, c'est un honneur pour une ville, mais c'est aussi un projet gigantesque, compliqué et très cher. Les Jeux de Montréal ont fait débat chez les Montréalais et les Québécois, avant, pendant et après juillet 1976. Un exemple de pépin. La construction du stade olympique a été un véritable casse-tête. Et la tour du stade n'a été complétée que des années après les Jeux. Je suis journaliste et, comme toi, je suis très curieuse. Alors, j'ai beaucoup aimé qu'on nous présente tous les faits dans l'expo, le positif comme le négatif. Des jeux colorés. C'est peut-être parce que les photos d'archives sont souvent en noir et blanc, mais j'ai été vraiment étonné de voir tant de couleurs. Les Jeux de Montréal étaient multicolores. La caricature à l'honneur. Si tu lis régulièrement les As de l'Info, tu sais qu'on aime beaucoup les caricatures. J'ai donc été enchanté de voir que l'exposition mettait en vedette 150 caricatures. Grâce à elles, on comprend que les Jeux de Montréal ont occupé une place importante dans l'actualité de l'époque. La personnalité la plus dessinée, Jean Drapeau, maire de Montréal pendant les Jeux. Jean Drapeau a été maire de Montréal de 1960 à 1986, soit pendant 26 ans. Normand Hudon et Esselin sont 2 des caricaturistes les plus célèbres de l'époque. Et bien entendu, le maire Jean Drapeau est passé sous leur crayon. La mascotte des Jeux olympiques de 1976 était le castor Amique, qui, sur l'une des caricatures, porte un masque de Jean Drapeau. Un parcours pour les jeunes. On a pensé aux 6 à 12 ans. Tout au long de l'expo, tu dois résoudre des énigmes et réussir des épreuves. Le but, aider Montréal à accueillir les Jeux olympiques. Tu pourras même monter sur un podium si tu réussis. Tu peux visiter l'exposition Montréal 1976, une épreuve olympique, au musée McCord-Stewart jusqu'au 13 septembre 2026. Et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Toi, quel sport olympique t'impressionne le plus? La Station spatiale internationale nous tombera-t-elle sur la tête? Un texte paru le 28 mars 2022 dans le magazine Québec Science. En 2031, quand la Station spatiale internationale aura atteint 33 ans de service, la NASA planifie de la détruire. Mais comment démolir ce géant de métal de plus de 400 tonnes et de l'envergure d'un terrain de football sans nous mettre en danger? Tu l'as sûrement déjà observé, sans même le savoir,
sous la forme d'un gros point blanc qui se déplace directement dans le ciel. La Station spatiale internationale, SSI, est un immense laboratoire en orbite qui accueille des chercheurs de différents pays, dont le Canada. Depuis son lancement, plus de 4000 recherches y ont été réalisées. La très faible gravité qui y règne permet de mieux comprendre les effets des séjours dans l'espace sur le corps humain, notamment dans le but de continuer l'exploration au-delà de la Lune. Mais alors, pourquoi la détruire? Tout d'abord, parce qu'elle commence déjà à se faire vieille. Les premiers modules ont été mis en orbite en 1998. D'autres ont été ajoutés au fil des missions spatiales, mais les modules les plus anciens ont déjà dépassé leur durée de vie théorique. Et surtout, une autre menace guette la station: les débris spatiaux. L'espace au-dessus de nous est chargé de morceaux de satellites et de fusées qui orbitent à toute vitesse. Ceux-ci s'accumulent au fur et à mesure des lancements, collisions et explosions. La majorité ne mesure que quelques millimètres, mais il reste un vrai danger pour la SSI qui doit parfois les éviter tant ils sont devenus nombreux. Au moment de la conception de la SSI, les ingénieurs n'avaient pas prévu que ce danger deviendrait si important. Ainsi, la SSI sera officiellement détruite en janvier 2031 par sécurité. Pas question d'envoyer un missile pour la faire exploser comme dans les films de science-fiction. On tentera plutôt de la faire replonger dans l'atmosphère en maîtrisant sa chute afin d'éviter que des débris ne tombent sur des zones habitées. Pour cela, la station s'approchera doucement de notre atmosphère. Au contact de celle-ci, la majorité des matériaux va s'embraser et se désintégrer à cause du frottement dans l'air. Et le reste des débris tombera au milieu de l'océan Pacifique au point Nemo. Un véritable cimetière spatial où l'on envoie tous les débris en fin de mission. Ce large étendue d'eau est l'endroit le plus isolé au monde. Les humains les plus proches de cette zone sont justement les occupants de la station spatiale eux-mêmes, naviguant à 400 km au-dessus de la surface de notre planète. Et toi, comment t'y prendrais-tu pour retirer les débris spatiaux et la station spatiale de leurs orbites? Le trou de verre, porte cosmique. Un texte paru le 28 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Les trous de verre sont des tunnels dans l'espace-temps permettant, théoriquement, de voyager en un éclair entre deux points de l'univers. Leur existence n'a jamais été démontrée, mais des avancées récentes en informatique quantique permettent de tester ces concepts fascinants. As-tu regardé le film Interstellar? Te souviens-tu du moment où des astronautes utilisent un passage lumineux près de Saturne pour voyager rapidement dans l'univers? Cette porte cosmique est comme un tunnel spatio-temporel qui relie deux endroits éloignés dans l'espace. Ce passage du film fait référence à un concept de gravité quantique, les trous de verre. Est-ce uniquement de la science-fiction? Pourra-t-on un jour utiliser ces tunnels pour voyager dans l'univers? L'existence des trous de verre n'a jamais été démontrée. Ils sont un concept théorique. Les trous de verre sont aussi appelés ponts d'Einstein-Rosen, en référence aux deux physiciens qui ont proposé cette théorie en 1935.
Ces tunnels relieraient deux points éloignés de l'univers, créant ainsi un raccourci entre eux. Par exemple, au lieu de voyager pendant des millions d'années d'une galaxie à l'autre, un trou de verre pourrait, en théorie, permettre de le faire en quelques heures, voire quelques minutes. Certains astrophysiciens et astrophysiciennes pensent que les trous noirs pourraient être des portes d'entrée de ces trous de verre. Les trous noirs sont des objets célestes, extrêmement compacts, avec une gravité si intense qu'ils attirent tout ce qui se trouve à proximité, y compris la lumière, ce qui les rend invisibles. Ils déformeraient ainsi l'espace-temps, permettant la création de tunnels et de passages d'un point à l'autre de l'univers. Des physiciens américains ont récemment simulé un trou de verre grâce à un ordinateur quantique. Bien que ce ne soit pas un véritable trou de verre, cette simulation a permis de tester certaines théories. Dans cette expérience, un message quantique composé de 0 et 1 a été téléporté à travers un trou de verre holographique simulé. Les scientifiques ont observé le message se brouiller, puis se reconstituer de l'autre côté intact, comme avant le voyage. Ces simulations permettent de mieux comprendre ces concepts pour tenter un jour de les observer. Mais si ces trous de verre existent réellement, ils seraient incroyablement minuscules et seraient très éphémères. Rien à voir avec des portes cosmiques permanentes. Et toi, es-tu fasciné par les trous noirs, les trous de verre et l'univers? C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.